Bonsoir Bernard. Bonsoir. Donc, on a beaucoup de chance effectivement lors de ces conférences Société et Sciences organisées par Armor Sciences de pouvoir avoir des interlocuteurs de qualité. Et donc tu as accepté de relever le gant d'un sujet qu'on voulait traiter depuis longtemps qui était sur les controverses scientifiques. Et à partir de là, bon, évidemment, on peut choisir des exemples, il y en a malheureusement des quantités, mais dans la mesure où tu as beaucoup travaillé pour un rapport interministériel sur la problématique des algues vertes que malheureusement nous subissons localement, c'est finalement un peu ce sujet qui va être l'illustration du propos des controverses scientifiques ce soir. Oui, alors pourquoi j'ai pris les algues vertes, c'est parce qu'on voit bien que les controverses scientifiques sur le domaine de l'environnement sont en train de devenir de plus en plus fréquentes. On connaît davantage de débats sur les changements climatiques et l'origine de ces changements climatiques. On connaît très récemment les débats sur les produits phytosanitaires. On a vu les débats sur les OGM et on voit qu'à chaque fois ces débats mobilisent effectivement beaucoup d'acteurs et donnent lieu à des controverses très fortes. Et j'ai pris l'exemple des algues vertes parce qu'il permet d'illustrer plusieurs facettes importantes de ces débats. Le premier, c'est de savoir si le phénomène est récent ou a toujours existé. Et le message que je montrerai, c'est qu'en fait, on connaît mal l'histoire de notre environnement, c'est-à-dire que les premières séries scientifiquement solides de données remontent guère avant les années 70, et que donc tout le débat sur comment c'était avant oppose, je dirais, les tenants de l'âge d'or, qui disaient qu'autrefois on avait un environnement merveilleux, et des gens qui, à l'inverse, ont plutôt oublié qu'il y avait autrefois des ressources abondantes et disent non, ça a toujours été dégradé comme ça l'est aujourd'hui. Donc ça, je crois que c'est un premier message, c'est effectivement, on connaît mal, finalement, l'histoire de notre environnement. Dans le cas du climat, les historiens ont beaucoup travaillé et puis on a eu la chance, avec les méthodes des carottes glaciaires, de pouvoir remonter sur des centaines de milliers d'années, mais on voit bien que pour d'autres domaines, comme par exemple quelle était la teneur en nitrate des rivières bretonnes au XVIIIe siècle, eh bien, pour le moment en tout cas, on n'a pas les méthodes permettant de se faire une opinion sur ce dossier. Bon, donc effectivement, on comprend bien que ce sujet algues vertes qui préoccupe les populations locales, parce qu'il y a quand même des nuisances qui reviennent malheureusement trop régulièrement, même s'il y a des variations au cours des années. Donc, dont tu pourras peut-être nous donner quelques indications et sur les hypothèses qu'on peut formuler, et puis comment on peut en tant qu'acteur de terrain, qu'est-ce que l'on peut faire finalement par rapport à ces problématiques. Donc il y a d'une part l'aspect controverse, et puis qu'est-ce que le citoyen peut éventuellement essayer de faire, soit individuellement, soit au travers de ses élus. Alors, ça c'est un autre point que je développerai, c'est que souvent sur ces controverses environnementales, les hypothèses sur quelle est la cause du phénomène prolifèrent comme les limaces quand il pleut en Bretagne. Autrement dit, qu'on a un surplus d'hypothèses explicatives et que tout le travail pour trier entre ces hypothèses et voir quels sont les facteurs principaux et les facteurs modulateurs. L'exemple des algues vertes est intéressant parce que d'une certaine manière, on voit bien que pour qu'il y ait ce phénomène d'algues vertes, il faut qu'il y ait en même temps un certain nombre de facteurs, des éléments nutritifs, du soleil, le débit des rivières qui amène ces éléments nutritifs vers le milieu marin, et un milieu marin qui est suffisamment stationnaire en termes de masse d'eau pour que les algues aient le temps de proliférer. Puis en plus, il faut bien sûr qu'il y ait un milieu récepteur, c'est-à-dire des algues qui pourront proliférer. Et donc, suivant les situations, suivant les années, eh bien, ça va être l'un ou l'autre de ces facteurs qui va être le facteur dominant. Autrement dit, on va dire, tiens, cette année, il y a beaucoup plus d'algues vertes, c'est parce que il a fait plus beau ou plus chaud, etc. Et on confond, en termes scientifiques, l'analyse des causes et l'analyse des causes de variabilité. Autrement dit, il faut sans cesse rappeler que s'il n'y avait pas d'éléments nutritifs en mer, eh bien, il peut faire tout le soleil qu'on veut, on ne verrait pas les algues vertes. Donc ça, c'est la cause, c'est le moteur du phénomène. Par contre, les causes de la fluctuation d'une année à l'autre vont être effectivement déterminées par des paramètres comme le climat, le débit des rivières, les tempêtes pendant l'hiver et autres. Et donc cette confusion qu'on voit souvent en sciences, même dans les milieux scientifiques, entre cause d'un phénomène et cause de la variation d'un phénomène, c'est quelque chose qui mérite d'être discuté en termes de méthode scientifique.
Alors, en termes de controverse, bon, dès le début, la problématique des nitrates avait été évoquée. Et il y a évidemment des acteurs, notamment les agriculteurs, qui avaient d'autres hypothèses pour dire que ce n'était pas forcément eux qui étaient responsables, ou en tout cas seuls responsables. Bon, il y a eu ce rapport de 2012 qui a quand même fait le point. Je crois que là, les mentalités ont beaucoup évolué. Donc, en tout cas, quelle que soit la cause, on sait que le seul moteur pour lequel l'homme peut intervenir pour limiter justement ces proliférations, c'est de diminuer les sels nutritifs, notamment les nitrates. C'est là-dessus qu'on peut éventuellement agir, parce qu'on ne va pas pouvoir agir sur la climatologie. Donc, on en est là maintenant. Et donc, comment est-ce que les citoyens, les élus, peuvent intervenir, et qu'est-ce qui est actuellement en cours et quel est le futur dans ce domaine? Alors tout d'abord sur cette controverse nitrate ou phosphate, tout le monde était d'accord pour dire que pour que les plantes poussent, le fameux NPK, c'est-à-dire il faut de l'azote, du phosphore, du potassium, etc. On était d'accord. Et ce qui a posé problème, c'est qu'effectivement, le début de l'océanographie, d'une certaine manière, s'est fait en eau douce. C'est-à-dire qu'au XIXe siècle, quand les gens ont commencé à s'intéresser à la science des masses d'eau, ce qui était facile de faire, c'était d'étudier des lacs, des grands lacs, des rivières. On avait beaucoup moins de moyens d'aller étudier le fonctionnement des océans. Et donc, il y a une antériorité et donc un sentiment de supériorité des limnologues par rapport aux océanographes. Pourquoi aussi? C'est parce que les limnologues, notamment les limnologues canadiens, qui ont connu des phénomènes de développement comme ça des algues dans les grands lacs américains et canadiens, à la frontière entre les deux, s'étaient intéressés à ce phénomène dès les années 60 et avaient pu, comme le bouclier canadien est couvert de tas de lacs, expérimenter. Et ils avaient dit, on prend un lac, dans un des lacs on met de l'azote, dans l'autre lac on met du phosphore, etc. Et ils avaient montré de manière indiscutable qu'en eau douce, dans des lacs du type canadien, c'était bien le phosphore et pas l'azote qui était le facteur limitant. Et quand ils ont vu les océanographes disent, ben oui, mais chez nous c'est pas comme ça, ils les ont un peu pris de haut. Et dans le débat breton, un certain nombre de gens qui avaient travaillé notamment sur le lac Léman ont soutenu très fortement la thèse du phosphore, parce que effectivement, c'est vrai qu'en eau douce, c'est le phosphore le facteur limitant. Et effectivement, la difficulté, c'est que derrière ça, il y avait l'enjeu, est-ce que c'est la faute aux agriculteurs, ou est-ce que c'est la faute aux villes, c'est-à-dire aux stations d'épuration et qui recrachaient du phosphore. Donc il y avait ce débat scientifique, mais en toile de fond, la tension entre qui était derrière azote et phosphore, et pas uniquement un débat scientifique entre azote et phosphore. Donc maintenant, le débat est tranché, mais il faut bien montrer effectivement que même au sein des scientifiques, il y a eu cette controverse à cause de ce malentendu entre les eaux douces et les milieux marins. Bon, donc maintenant, pratiquement tout le monde est d'accord de dire que, en tout cas, le seul levier sur lequel on puisse agir, c'est la concentration en nitrate. Donc, comment diminuer cette concentration en nitrate et comment les plants algues vertes ont déjà obtenu un certain nombre de résultats, même s'ils sont insuffisants? Alors là, une fois qu'il était admis que la cause majeure, c'était les apports d'azote liés aux activités agricoles, se sont mis en place toute une série de mesures sur les pratiques agricoles au sens large, et en rappelant bien effectivement que c'était à la fois les élevages du type à l'extérieur, c'est-à-dire les élevages laitiers, les élevages intensifs de type porc, volaille, mais aussi des cultures liées à l'élevage comme le maïs et les apports d'engrais. Donc il fallait s'attaquer à l'ensemble de ça, avec effectivement le souci quand même que l'agriculture puisse continuer à vivre. Ce qu'on constate quand même, c'est que lentement, c'est-à-dire à peu près 1 mg par litre en moins, progressivement, on voit très nettement maintenant que c'est une tendance qui semble, disons, assez nette. Le problème, c'est que tous les modèles des scientifiques ont abouti à la conclusion qu'on ne verrait sans doute rien de vraiment concluant tant qu'on ne serait pas redescendu aux alentours de 10 mg par litre. Il faut rappeler effectivement qu'on était passé au-dessus de 50 mg dans les années 90, qu'on est maintenant aux alentours de 30, et que si on extrapole la courbe, ça nous emmène encore pendant 20 ou 30 ans. Et la question, effectivement, c'est est-ce que les politiques publiques auront le courage de continuer à, disons, à inciter les agriculteurs pour que cette tendance continue et qu'on voit enfin, effectivement, revenir 10 mg, c'était la teneur moyenne des eaux des rivières bretonnes avant les années 70. Est-ce qu'effectivement, on va tenir le choc d'une politique à long terme
comme ça a été le cas pour le lac Léman, puisqu'il a fallu près de 40 ans pour restaurer le lac Léman. Ça, c'est effectivement tout l'enjeu de dire, voilà, si on ne prend pas ce problème à bras-le-corps, on a fait, on pourrait dire que la moitié du chemin, c'est on est au milieu du gué, et si on veut vraiment, eh bien, il faut continuer les efforts, et sans doute pendant une bonne vingtaine d'années. Mais alors justement, l'exemple du lac Léman est quand même tout à fait intéressant, parce que ça montre qu'on peut. Absolument. Et donc ça nécessite une forte volonté politique avec un accompagnement des agriculteurs, puisque dans le cas présent, c'est l'agriculture effectivement qui peut amener des résultats significatifs, donc d'un changement de pratique qui doit être accompagné évidemment, parce que sinon c'est catastrophique du point de vue socio-économique. Donc le fait quand même qu'il y ait des résultats positifs, avérés, prouvés même si c'est en eau douce, est quand même encourageant. Parce que, à contrario, on pourrait dire, au niveau mer, c'est tellement grand qu'en réalité, on n'y arrivera pas. Le lac fermé est quand même un grand lac, mais c'est un lac de taille limitée, ce qui n'est pas le cas au niveau échange en mer. On a évidemment des échelles différentes. Donc on a quand même cet exemple qui incite à persévérer. Alors il y a l'exemple du lac Léman, mais on peut dire que globalement, toutes les politiques de réduction des apports de phosphore en eau douce ont été efficaces. Quand on regarde la quantité de phosphore dans le Rhin, donc là c'est plus un petit lac, c'est quand même un grand fleuve, ou dans la Seine, on a divisé pratiquement par 10, parce qu'il y a eu cette politique d'équipement avec les stations d'épuration, etc. Et donc effectivement, l'exemple du phosphore est un bon exemple. Le problème quand même, c'est que c'est plus délicat. On dit il y a beaucoup d'azote, mais il faut bien se dire que dans une pratique agricole, dans le milieu breton tel qu'il est, du point de vue des sols, du point de vue du climat, relarguer 10 mg par litre d'azote dans les rivières, c'est vite fait. Oui. 10 mg, c'est quand même pas grand-chose. Et donc, il faut effectivement dire que ça va demander une agronomie très fine de réussir effectivement à gagner encore. Alors, on aura peut-être une bonne surprise, c'est-à-dire peut-être que des 15-20 mg, on verra le phénomène qui va commencer à s'estomper. Mais effectivement, la suite des événements nécessite certainement une agronomie beaucoup plus fine que celle qui a permis de réduire les apports de phosphore. Donc c'est ça la difficulté, c'est que ça va être plus fin et ça va demander certainement beaucoup de formation parce que effectivement, dans un climat où l'azote va être facilement lessivé en période hivernale ou printanière en fonction de la météo, il faut vraiment effectivement une agronomie de précision. Donc on peut considérer qu'au niveau controverse scientifique, le problème est derrière nous, il n'y a plus de controverse. C'est vraiment les nitrates qui sont la cible pour améliorer les choses et qu'il va falloir malheureusement beaucoup de temps. Oui, parce que vraiment, quand on regarde la tendance depuis 10 ans, c'est à peu près des petits pas, c'est à peu près 1 mg par an. Et puis c'est vrai que bon, les systèmes agricoles, c'est une certaine inertie, et qu'en plus, on sait quand même qu'entre le moment où on met de l'azote dans un champ et le moment où il va arriver et avoir un effet sur les algues vertes, il y a une inertie de l'ordre de 4, 5, 10 ans suivant où on est placé sur le cours de la rivière. Donc effectivement, on peut dire, si c'est lancé, ça veut dire qu'il y a une certaine inertie dans le bon sens, c'est-à-dire ça va continuer, mais ça veut dire aussi que si on ne continue pas les efforts en amont, eh bien au bout d'un moment, on risque de voir effectivement les teneurs en nitrate se stabiliser. Il ne faut pas oublier que si on prend maintenant l'ensemble du bassin Loire-Bretagne et la moyenne incluant la Loire et tous les fleuves du bassin Loire-Bretagne, la courbe, là, elle continue à être en augmentation du point de vue des teneurs en nitrate, ce qui veut dire que les efforts qu'on réussit à faire en Bretagne, ils ne sont pas du tout réalisés sur l'ensemble du bassin versant de Loire-Bretagne. Merci, ça donne vraiment très envie d'assister à cette conférence et j'espère qu'on aura un public nombreux et fidèle. Merci beaucoup.